Alors, dans la continuité de ce qui a déjà été discuté ce matin sur les mouvements djihadistes internationaux, on a vu que plus largement, c'est l'islamisme qui est visé. Et donc, justement, l'islamisme est au sujet de cette seconde table ronde. Nous retiendrons une définition de la notion de l'islamisme qui pose problème, qui est très discutée, à minima, comme la référence à l'islam dans le champ politique. On verra que cette notion, ce terme d'islamisme, est souvent mentionné sous un registre disqualificatoire, alors que ce registre masque très largement la diversité et la plasticité de ces expressions. Nous verrons qu'au cours des années 90, l'islam politique s'impose dans le champ politique moyen-oriental, mais qu'il se caractérise par différents courants en fonction de différentes trajectoires nationales. Pour faire très simple, deux courants coexistent. Un courant légaliste qui est illustré par des partis politiques qui accèdent au pouvoir par des élections pluralistes, comme l'exemple turc de l'AKP. Cette voie légaliste est parfois contrariée, comme le montre le cas algérien. Un autre courant se développe, qui est le courant radical, avec l'émergence des mouvements djihadistes internationaux. Comme l'a montré des interventions précédentes, ce courant, cette catégorie violente de l'islam politique attire l'attention et se manifeste dans le champ médiatique à partir des années 2000, avec notamment en 1998 l'attentat contre les forces américaines au Kenya et puis l'attentat à Aden en 2000. La logique antiterroriste que suscitent ces attentats va fragiliser les courants islamistes légalistes qui sont déjà affaiblis par la répression interne. Après le 11 septembre, où on voit que la violence s'impose comme mode d'expression et culmine, Washington impose, on l'a vu, une guerre contre le terrorisme islamiste, désormais amalgamé pour un certain nombre d'observateurs. L'islamisme se qualifie par le terrorisme. Toutes les expressions d'islam politique, y compris les plus égalistes, sont alors pointées du doigt et vont en supporter les conséquences, puisqu'il suffit désormais de brandir le spectre d'Al-Qaïda pour discréditer une opposition islamiste. C'est sur ces questions que vont revenir nos deux invités pour cette table ronde. Donc, il s'agit tout d'abord d'Olivier Roy. Olivier Roy, vous êtes professeur à l'Institut universitaire européen de Florence, politologue et spécialiste de l'islam politique. Vous vous êtes d'abord intéressé à l'Afghanistan, puis au mouvement politique islamiste en Asie centrale et au Moyen-Orient. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont l'islam mondialisé en 2002 et le dernier ouvrage, sorti en 2022, qui s'intitule « L'aplatissement du monde, la crise de la culture et l'empire des normes ». Stéphane Lacroix, vous êtes politologue, vous êtes professeur à l'École des affaires internationales de Sciences Po, co-directeur de la chaire d'études sur le fait religieux à Sciences Po et chercheur au CERI. Vous êtes intéressé également à l'islam politique, tout particulièrement à l'Arabie saoudite et au cas égyptien. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages et vous avez publié en 2022 « Perspectives comparées sur les politiques de lutte contre la radicalisation ». Je vais commencer cette table ronde en posant une première question à Olivier Roy. Pourquoi est-ce si difficile de définir l'ennemi islamiste ? Merci. Alors tout d'abord, comme toujours, il faut faire un peu attention aux termes. Le terme d'islamiste ne veut plus rien dire aujourd'hui. C'est comme les termes de fascisme, communisme, socialisme, etc. Modernisme. Ils ont des sens à des moments historiques donnés. Les sens changent, le contexte change, et à la fin, ça devient même plus, pour certains mots, ça n'est plus qu'une injure. L'islamisme au sens historique, si je peux dire, c'est l'histoire des frères musulmans, de Maoudoudi, de Erbakan, de Khomeini, etc. C'est un mouvement très situé historiquement, qui commence dans les années 20 avec Hassan al-Banna et les frères musulmans,
et qui est un mouvement qui se définit par une idéologie assez cohérente, hein, qui, en gros, consiste à prendre une matrice assez moderne de la société, l'État, la société, la complexité de la société, le concept de révolution, le concept d'institution, etc., et de le peupler avec une matrice, avec une terminologie islamique, pas islamiste, islamique, hein, État islamique, etc. Bon. Donc c'est assez précis, et les frères musulmans égyptiens incarnent très très bien cette ligne constante avec évidemment tantôt une dimension un peu plus radicale où on n'hésite pas à aller dans la violence et puis tantôt où au contraire on privilégie les élections. Bon, ça on ne va pas rentrer là-dedans. Hein. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, et une des raisons pour lesquelles ça ne veut plus rien dire, c'est le 11 septembre. Donc effectivement, là, je dirais, il y a un impact de l'événement sur la terminologie, qui n'est pas toujours vue. Alors, il y a deux choses. Il y a les tendances lourdes, qui existent avant le 11 septembre, qui continuent après le 11 septembre, et qui sont essentiellement les tendances qui agitent le monde musulman. Bon. Et puis, le 11 septembre, c'est le coup de tonnerre, c'est le séisme. Le séisme, pas tellement au début pour le monde musulman, le fait que les tours explosent, bon, dans des pays qui sont en guerre depuis longtemps, etc., ça n'apparaît pas comme une catastrophe. Hein. Mais pour les États-Unis, c'est un traumatisme absolument profond, et comme ça a été dit, ça sert de déclencheur à une stratégie qui était déjà mise en place par les néoconservateurs et qui bizarrement, mais ça a été dit par mes collègues, bizarrement considérait que la clé de la solution, c'était l'occupation de l'Irak, le changement de régime en Irak. Bon, on n'y reviendra pas là-dessus, ça a été dit tout à l'heure. Mais du coup, la réaction occidentale est essentiellement américaine. Enfin, non, il y a eu une réaction américaine stricte et une réaction occidentale plus large. La réaction américaine stricte, ça a été l'intervention militaire en Afghanistan, en Irak, etc., qui a complètement brouillé les cartes, puisqu'elle s'est faite très largement, souvent à front renversé, puisqu'en Irak, on fait le jeu de l'Iran, qui était défini comme l'ennemi par excellence, et on fait le jeu évidemment des mouvements islamistes. En Afghanistan, on joue des islamistes modérés, hein, comme les gens du Nord, contre des salafistes, les wahhabis, etc., enfin, supposés être wahhabis, les talibans, etc., etc. Ça brouille les cartes, ça brouille les alliances, et ça met les Américains au centre du jeu. Mais la deuxième réaction, alors la occidentale, c'est la réaction sur le sens de l'islam. Alors qu'avant, il y avait des débats sur l'islam, le radicalisme, etc. Ça existait, bien entendu. Ça n'a rien de neuf. Mais d'un seul coup, la question urgente, c'est quel est le rôle de l'islam là-dedans. Et c'est posé tout de suite par Bush, par exemple, et par Oriana Fallaci, donc sur des niveaux différents. Et en gros, il y a trois types de réactions. Un, ce n'est pas l'islam, c'est pas la faute à l'islam, ces gars-là sont des fanatiques qui n'ont rien à voir avec l'islam, etc. Ça va être la réaction, bien entendu, des Saoudiens, par exemple, et de beaucoup de leaders musulmans qui étaient pro-américains. Hein. La deuxième réaction, c'est l'islam. Hein. Le problème, c'est l'islam. Il faut maintenant qu'on se mette tous au Coran. Hein, les ventes de Coran ont été multipliées par 100 après le 11 septembre, dans les traductions. Hein. Alors, qu'est-ce que dit le Coran sur le 11 septembre? Voilà. Alors, ce courant-là existe toujours. Hein. Ce courant, c'est le problème, c'est l'islam, ça existe toujours. Et puis, la troisième réaction, il y a un bon islam et un mauvais islam. Définir le bon islam. Alors, je vais brièvement revenir sur les deux points. Sur les tendances lourdes, vous avez d'abord les frères musulmans, qui est le mouvement historique, hein, et qui vise un État islamique, mais pas au sens d'État chariatique. La charia, pour eux, n'est qu'un élément et pas du tout central dans la construction de l'État islamique. Ils le pensent en termes d'institutions, ils le pensent en termes de constitution, ils le pensent en termes aussi social, économique, etc. Il y a une vision, disons, qui se situe dans le cadre des grandes idéologies politiques européennes des années 20. Hein. Maudoudi, Hassan el-Banna, ils se réfèrent constamment pour se situer en dehors, hein, au fascisme et au communisme. Hein. Mais dans le fond, pour eux, ce sont ça les concurrents. Et ils essaient de se définir comme une idéologie englobante, all-encompassing. C'est le terme qui revient constamment chez Maudoudi.
Et donc ces mouvements évoluent, ils sont plutôt réprimés, et parfois ils arrivent en Turquie à un moment donné, d'abord proches du pouvoir, après au pouvoir, etc. Ils sont intégrés au Pakistan avec le général Zia, donc on les trouve pas seulement dans l'opposition, hein, etc. Bon. Et dans le fond, ils sont dans une stratégie politique. Ça ne veut pas dire qu'ils excluent totalement la violence, ça dépend du contexte. Bien sûr, ils ont participé à la guerre contre la naissance de l'État israélien en 1948, évidemment. Mais le djihad n'est pas du tout au cœur de leur pensée. Ils ont une vision très classique du djihad. Et puis, avec la défaite, la répression contre les frères musulmans égyptiens, on a un courant qui se développe dans les années 60, 70 avec Saïd Qutb, qui est un courant pessimiste. Et je dirais un courant antipoliticien, un courant qui dit on perd notre temps, parce que la société n'est plus musulmane. Donc quand on fait partie du jeu politique, on perd, de toute façon. Il faut se régénérer, il faut se reconstituer comme de bons musulmans, mais c'est forcément dans l'opposition, on est une petite minorité, et c'est dans la souffrance, etc. Le qutbisme est très pessimiste. Il pense qu'on est dans le déclin total de l'islam, que le problème, ce n'est pas l'impérialisme américain, c'est la société musulmane elle-même qui a cessé d'être musulmane, etc. Et cette tendance qutbiste va donner, très logiquement, des radicaux terroristes. Parce qu'ils ne cherchent pas à faire la révolution, parce qu'ils n'ont pas confiance dans le peuple. Ils pensent que le peuple n'est pas musulman. Alors, il faut frapper au cœur, et c'est Farag, c'est l'assassinat de Sadat, etc. Donc la tendance, disons, terroriste, c'est-à-dire qu'ils voient dans le terrorisme non pas simplement un moyen d'action, mais dans le fond la finalité, au moins à un moment donné, du mouvement, ça commence dans les années 70. Là-dessus se greffe une autre tendance qui date, elle, des années 80, qui est aussi partie du constat de Qutb, qu'il n'y a rien à faire dans les États existants, dans les nations existantes, c'est le djihadisme, avec Abdallah Azzam, qui est un ancien frère musulman, et qui dit, bon, on perd aussi notre temps dans le combat national palestinien, parce que ça se fait au profit des laïcs palestiniens, etc. Il faut régénérer la nouvelle génération de musulmans, et la seule chose qui le permette, c'est le djihad. Donc lui, il n'est pas terroriste, il n'est pas pour les assassinats aveugles, etc. Il est pour le djihad global. Il faut créer une légion de musulmans qui se sont purifiés dans le djihad. Il n'est pas pour l'attentat suicide, il n'est pas pour le suicide, comme ça a été dit tout à l'heure aussi. Évidemment que la mort est au bout du chemin, mais on ne cherche pas à se suicider. Alors, et là, le djihad, ça va être l'Afghanistan, bien sûr, pour lui, le djihad par excellence. Ça sera la Bosnie après pour ses successeurs. Donc, il y a, là aussi, on n'est pas avec des terroristes. Et ils ne sont pas contre les intérêts occidentaux, puisque en Afghanistan et en Bosnie, ils se sont paradoxalement retrouvés dans le même camp que les Américains, par exemple. D'où d'ailleurs une certaine benign neglect du côté américain, c'est-à-dire ouais, ces gars-là, ils sont pas forcément très sympathiques, mais enfin bon, tant qu'ils cassent du soviétique, ben pour nous c'est bon. Et cette tendance djihadique, on va la voir continuer, et elle va prendre deux directions. La direction ultra-radicale avec Ben Laden et Daesh après, ça on connaît, je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis une tradition plus locale, les djihads locaux, qui existent depuis longtemps, et qui maintenant sont les seuls djihads à survivre, au Sahel par exemple. Et ces djihads locaux sont peut-être très radicaux dans leur rhétorique, mais ils sont plutôt, ils n'ont pas d'impact, ou ils ont un faible impact géostratégique. Ils sont en particulier pas liés au terrorisme international. De fait, je ne dis pas, je ne vais pas plus loin. Et puis, il y a une troisième tendance, après les frères musulmans, le djihad, en même temps, c'est le salafisme, qui a été étudié aussi, c'est-à-dire cette idée que la crise du monde musulman ne peut se résoudre que par un retour individuel au bon islam par les individus, par les personnes, et que c'est seulement si la société par en bas redevient bien musulmane qu'on aura un État musulman. Voilà, vous avez toute la gamme.
Et ces mouvements-là vont continuer, vont avoir leur logique propre. Il y aura des interférences entre eux, bien entendu. Il y aura des conflits entre eux, évidemment. Hein. Et ce paysage-là est relativement stable. Par contre, le 11 septembre, et Bush est très très clair là-dessus, c'est il faut choisir. Dans quel camp êtes-vous? Vous êtes pour les terroristes ou contre les terroristes? Point. Mais alors évidemment, son message n'est pas très clair dans la mesure où il met Saddam Hussein, donc il y a un laïc, parmi les terroristes. Donc le terrorisme pour lui, c'est pas l'islam. C'est pas l'islam. Ça vient du Moyen-Orient, mais ça n'est pas spécifiquement l'islam. Il va d'ailleurs tout de suite faire attention de distinguer de bons musulmans. Il va immédiatement inviter des notables musulmans américains à venir dîner à la Maison-Blanche. Il va venir faire un iftar, si mes souvenirs sont bons, à la Maison-Blanche, etc., etc. Il va tout de suite envoyer le message, ça n'est pas l'islam, ce sont les radicaux, etc. Donc il est plutôt dans ce courant-là, le problème n'est pas religieux, il est dans une mauvaise interprétation de la religion. Par contre, en Europe, et là je ne vais pas m'étendre, vous connaissez bien le débat, qui dure toujours, c'est quelle est la part de l'islam là-dedans, etc. Du côté des musulmans, alors les réactions sont assez intéressantes puisque des gouvernements qui sont assez proches des islamistes, comme au Pakistan par exemple, vont immédiatement se ranger derrière les Américains, parce qu'ils n'ont pas le choix. Les Américains leur disent c'est tout ou rien. Mais tout en gardant de bons contacts avec une frange radicale qui est active essentiellement de l'Afghanistan à l'Inde, disons, et qui est beaucoup moins active en Occident. Et les Saoudiens, alors c'est essentiellement le prince Turki Ben Faisal, qui était ministre des Renseignements à l'époque je crois encore à l'époque du 11 septembre, qui va incarner cette tendance, ça va être de dire, le problème c'est pas l'islam, le problème c'est les radicaux eux-mêmes, les fanatiques, et puis l'islamophobie, par exemple, il va contribuer, c'est de lancer une campagne sur l'islamophobie, la réaction américaine est trop forte, la répression occidentale est trop forte, etc., etc. Mais petit à petit, et je crois que c'est ça un des points les plus intéressants, bon, si on attend 10 ans après le 11 septembre, on a 2011, on a le printemps arabe. Et là, les choses se sont décantées. Elles se sont décantées parce que là, on voit la crise de l'islamisme au sens fort du terme, c'est-à-dire frères musulmans, etc., qui se retrouvent associés au pouvoir dans des circonstances qu'ils n'avaient pas du tout prévues, qui sont incapables d'avancer, de mettre en avant leur idéologie, et qui échouent pour des raisons différentes en Tunisie et en Égypte, mais qui échouent à offrir une alternative politique. Bon. D'autre part, il est important de voir aussi que le printemps arabe s'est fait sans référence religieuse. Il y a peut-être des bons musulmans dans la rue, ça c'est pas la question. Mais le printemps arabe, il n'y a aucun slogan de type religieux, aucun slogan sur le Coran, etc., etc. C'est considéré comme... ils ne sont pas anti-religieux non plus. C'est pas la question. La question n'est pas là, la question c'est la démocratie, c'est la bonne gouvernance, etc. Donc on a cette espèce de dépolitisation de l'islam et de crise justement des grandes idéologies. Ces grandes idéologies, elles vont, comme le djihadisme, va se radicaliser avec Daesh. Donc si vous voulez, on a deux tendances là ici. La normalisation politique, c'est-à-dire démocratie, bonne gouvernance, etc., d'un côté, comme revendication du peuple, et l'extrémisme daéchiste. Donc là, on n'a plus ce spectre qui communique des plus radicaux aux plus modérés. Là, les choses sont claires. On a un vrai changement de paradigme qui arrive 10 ans après le 11 septembre et qui, pour moi, est une des conséquences fondamentales du 11 septembre. L'incapacité des islamistes, dans le fond, à faire sens de l'événement. Ils sont antiterroristes, mais en même temps, ils sont plus ou moins anti-occidentaux. Ils sont mis au pouvoir par un mouvement démocratique, alors qu'ils ne sont pas foncièrement démocrates. Ils n'ont pas de solution. Et on voit donc ce que j'ai appelé le déclin de l'islamisme, qui est le déclin des mouvements islamistes historiques, et leur incapacité à répondre à la question. Et la radicalité est reprise par toute une mouvance
issu, bon, qu'on a vu, bon, qui a rejoint Al-Qaïda, puis qui a rejoint Daesh, etc. Et le dernier point, c'est la question du bon islam, hein, qui au début est une question, j'allais dire, purement occidentale, puisque dans les pays musulmans, la réponse c'était non, l'islam est bon, mais il y a des petits zigotos qui font référence à l'islam, ils n'y connaissent rien, ça n'a pas de sens, etc. Tandis que maintenant, on voit se développer, et dans des systèmes politiques très différents, cette recherche du bon islam. Alors évidemment, le mot n'a pas le même sens en Occident qu'au Moyen-Orient. En Occident, le bon islam, c'est l'islam libéral. Il y en a même qui ont parlé d'islam laïque. Hein, bon, tout le monde sait qu'il y a un catholicisme laïque. Bon, le bon islam, c'est l'islam des Lumières, c'est l'islam libéral, etc. Au Moyen-Orient, le bon islam, quand on regarde au Maroc, en Arabie Saoudite, il y a deux choses qui sont claires. La rupture avec le salafisme. Hein, et là, le MBS est en rupture totale avec son vague cousin ou oncle Faisal Ben Turki, où c'est la question n'est pas de défendre notre islam comme le bon islam, il y a vraiment un problème et on va mettre fin à notre soutien au salafisme. Ça renonce à l'islam, bien sûr. Au Maroc, on va mettre en avant un islam malikite, traditionnel, avec du soufisme, etc., etc. Donc là, le bon islam, c'est l'islam modéré et traditionnel. En un sens, c'est de l'antimodernisme. On va chercher dans la tradition une défense contre la radicalisation apportée par le modernisme. C'est tout à fait la même... Croth me disait la même chose d'une certaine manière, même si il n'apportait pas la même réponse. Donc les choses ont beaucoup bougé sur le terrain, hein, beaucoup bougé, et continuent de bouger. Il y a ce que j'avais appelé il y a 30 ans l'échec de l'islam politique, bon, qui est une évidence, à condition évidemment d'utiliser l'islamisme pour se référer aux frères musulmans et à tous ces gens-là, hein, pas pour qualifier tout mouvement se réclamant de la violence au nom de l'islam. Là, ça ne veut plus rien dire. On a un réalignement géostratégique au Moyen-Orient, bon, qui est évident, ce n'est pas la peine de rentrer là-dessus. On a la marginalisation des djihad maintenant qui sont à la marge du monde musulman, c'est-à-dire du Sahel jusqu'au Pakistan, mais qui se situent à la marge maintenant et non plus au centre. Et on a une demande démocratique qui n'a plus aucune référence religieuse, mais qui reste très très forte. Et pour contrer cette demande démocratique, on a la référence à un bon islam traditionnel qui est mis en avant par, encore une fois, plutôt le Maroc, l'Arabie Saoudite, et qui est proposé clé en main aux Occidentaux pour arranger leurs affaires. Côté occidentaux, on ne sait pas ce que c'est qu'un bon islam parce qu'évidemment on n'est pas musulman, mais on a des idées là-dessus parce qu'on ne sait pas quelque chose qu'on n'a pas le droit d'avoir des idées dessus. Donc on planche sur le bon islam. Le bon islam, ça fait 35 ans qu'on essaie de créer un islam français à partir du ministère de l'Intérieur, quels que soient les gouvernements, quels que soient les présidents. C'est la même politique depuis 35 ans. Hein. Depuis 35 ans, ça ne marche pas. Je pense que ça ne marchera pas dans les 35 prochaines années. Mais ce n'est pas grave. Ça fait parler les gens et ça n'empêche pas ceux qui veulent prier de prier tranquillement. Donc, si vous voulez, les choses ont bougé, mais sur des temporalités complètement différentes. Hein. Des temporalités plutôt longues du côté du monde musulman, et par contre, en Occident, avec cette rupture brutale du 11 septembre, où on voit ce qui arrive régulièrement, que l'événement va bousculer la structure. Et on va voir les structures se reconstituer, mais sur des logiques évidemment assez différentes. Hein. Simplement, comme ça a été dit, en Occident, on est toujours un petit peu sur le 11 septembre. Et le Bataclan, par exemple, a été vu comme le 11 septembre français, enfin le vendredi 13, comme le 11 septembre français, ce qui, sur le plan émotionnel, ne fait guère de doute, hein, mais sur le plan politique et stratégique, est tout à fait, à mon avis, en décalage avec les tendances lourdes maintenant dans le monde musulman. Voilà. Merci beaucoup pour d'avoir dégagé les grandes tendances de l'islamisme, avec ce retour historique et puis les conséquences à long terme du 11 septembre, avec ces différentes temporalités.
J'aimerais maintenant, si c'est possible pour vous, Stéphane Lacroix, revenir sur ce que le 11 septembre a fait aux acteurs de l'islam politique, savoir comment les acteurs islamistes vont être amenés à clarifier leur position face effectivement au terrorisme. Olivier Roy l'a parlé en tant que bon musulman opposé au terrorisme. Et puis, dans un deuxième plan, comment ces acteurs vont se positionner face au projet de démocratisation porté par les néoconservateurs en 2003. Est-ce qu'ils se perçoivent comme des partenaires potentiels ou pas? Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de la question. Merci au Collège de France et à Henri Laurence pour l'invitation. Merci à tous d'être ici. Donc je vais un peu revenir sur des choses qui ont été dites, mais c'est toujours difficile de parler après Jean-Pierre Filiu, Farah Trossard et Olivier Roy. Et d'autant que beaucoup de choses ont été dites sur le sujet. Mais moi, je voudrais revenir sur le 11 septembre comme moment de clarification. Je pense que le 11 septembre est un moment de clarification pour l'islam politique. Dans le sens où, en effet, l'islam politique jusqu'ici est divisé en différents courants, il y a différentes expressions de l'islam politique, et il va subsister à la marge des ambiguïtés entre ces expressions. Ces expressions, ça a été dit, ça remonte donc à la création des Frères musulmans en 1928, un mouvement qui au départ est ce que j'appellerais de l'islamisme réformiste, hein. J'entends par réformiste le fait que les Frères musulmans sont des gens qui veulent effectivement créer l'État islamique, hein, l'État islamique dans la version Hassan al-Banna 1928, hein, pas l'État islamique nécessairement dans sa dernière occurrence. En tout cas, c'est de là que vient le terme. Hein. Le terme, il date de 1925 et c'est l'inspirateur de Hassan al-Banna, Rachid Reda, qui est le premier en fait à formuler le concept d'État islamique, c'est-à-dire l'idée d'un État moderne dont le droit serait fondé sur la charia. Parce qu'en fait, c'est ça la vraie question quand même pour les islamistes, c'est la question du droit. Et c'est ça en fait qui va les animer tout au long du XXe siècle. Hein. Cette question de la charia, c'est la question du droit. Et donc finalement, l'État islamique, mais ça c'est peut-être une digression, mais pour les islamistes, c'est un État de droit. Face justement à des États qui sont vus comme des États arbitraires, où les dirigeants font ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne sont guidés par aucune norme. Donc les islamistes, finalement, proposent un État de droit divin, mais un État de droit. C'est aussi pour ça d'ailleurs que dans des sociétés, on a l'impression que tout n'est qu'arbitraire, de la part des dirigeants, le projet islamiste a fonctionné. Parce que dans le projet islamiste, il y a une demande d'état de droit. Paradoxalement, hein, ça peut nous sembler à nous curieux. Mais là encore, quand vous êtes face à un pouvoir qui ne semble agir que de manière arbitraire, dire charia, c'est dire état de droit. Et en particulier, c'est rappeler aux dirigeants qu'il y a quelque chose au-dessus de lui. Il y a quelque chose qui s'appelle la charia, auquel lui-même, il a beau être Moubarak, il a beau être Ben Ali, ou il a beau être... il est soumis à quelque chose qui est au-dessus de lui, qui s'appelle la charia. Donc ça c'est important pour comprendre pourquoi ça marche au XXe siècle en fait, hein, l'islamisme. Je crois que c'est très important. Ça n'est pas qu'une question de religion. En tout cas, le mot charia dans l'imaginaire musulman, il ne renvoie pas qu'à une question religieuse. Il renvoie justement à cette question du droit et de la norme comme de la norme qui s'impose à tous, y compris aux dirigeants. Donc ce projet de Hassan al-Banna en 1928, l'État islamique, effectivement, il va connaître différentes réitérations, hein, jusqu'à la dernière, d'un groupe qui va s'appeler État islamique. Donc on voit effectivement les logiques qu'il peut y avoir de filiation. Simplement, c'est vrai que chez les Frères musulmans, initialement, il y a beaucoup d'ambiguïté. Beaucoup d'ambiguïté sur ce qu'ils veulent vraiment, parce qu'en fait, une fois qu'on a dit État islamique, on n'a pas dit grand-chose. Et les Frères musulmans ne sont pas des grands théoriciens du politique. Vous ne trouverez pas un livre écrit par un idéologue des Frères musulmans qui vous explique concrètement ce que c'est que l'État islamique, en fait. Hein, ça n'existe pas. Donc l'État islamique, en fait, il va connaître, selon les contextes, des réinventions permanentes. Hein. Les Frères musulmans, à l'époque de Hassan al-Banna en Égypte, ils sont monarchistes. Et Hassan al-Banna explique que la monarchie parlementaire, la monarchie constitutionnelle parlementaire, c'est-à-dire en gros le système qui est en vigueur dans les années 20, 30, 40 en Égypte, dit c'est ça l'État islamique, à condition que la charia soit le droit. Mais ce système politique-là peut être l'État islamique. Puis après, les années 50, les Frères musulmans deviennent républicains. Disons, c'est le peuple, quand même. Donc il y a une souveraineté, évidemment, populaire, qui doit se combiner, s'articuler avec la charia. Et par la suite, je vais y revenir, mais dans les années 90, les islamistes vont commencer à manipuler le terme de démocratie. Donc on voit que le projet islamiste, en fait, selon les moments, hein, l'État islamique, ça devient, selon les moments, différentes choses. Parce que là encore, c'est un projet qui, d'une certaine manière, est assez creux.
Parce que, là encore, la charia, ça veut dire 1000 choses, y compris dire la charia, c'est le droit. Bah, finalement, quelle charia? Qui interprète? Quel fiqh? Qu'est-ce que vous en faites? Donc, ces questions-là, elles vont rester ouvertes, en fait, tout au long du XXe siècle. Et pour les frères musulmans, l'autre question qui va rester ouverte, ça va être la question de la méthode. Comment on crée l'État islamique? Les frères musulmans, dans leur version initiale, sont réformistes. C'est-à-dire, ils disent, on le crée de l'intérieur du système. Hassan al-Banna considère que par l'expansion de la confrérie, par la capacité de la confrérie à placer des membres partout, et il y a un projet très clairement de faire des frères musulmans une force économique, une force culturelle, une force politique. Ce n'est pas un parti politique classique, les frères musulmans. C'est beaucoup plus englobant que ça. Et donc l'idée, c'est que petit à petit, on va transformer la société et ça fera advenir l'État islamique. Ça, c'est l'idée des frères musulmans. On va placer des gens au Parlement, en particulier. Et dès les années 40, les frères musulmans participent aux élections. Donc d'avoir des frères musulmans qui participent aux élections, ça ne date pas des printemps arabes. Hassan al-Banna lui-même, le fondateur, il s'est présenté aux élections en Égypte en 1943. On voit que ce n'est pas nouveau. Et l'idée, c'est qu'on va avoir des parlementaires et puis, petit à petit, par le Parlement, on va transformer le droit. Effectivement, cette question de la méthode, elle va rester ouverte parce que dans les années 50, 60, on va voir monter une tendance révolutionnaire. Donc moi, je distingue un islam politique réformiste d'un islam politique révolutionnaire. Les révolutionnaires, c'est Saïd Qutb, Olivier Roy en a parlé, c'est un idéologue qui va avoir un certain nombre de partisans par la suite. Ce sont des gens qui considèrent qu'on ne peut pas travailler à l'intérieur du système. Le système doit être détruit. L'État islamique ne se construira pas à partir du système tel qu'il existe, il doit se construire sur les ruines du système. Et donc là, on a une tendance révolutionnaire qui va monter et qui va se développer à l'extérieur des frères musulmans. En Égypte, c'est les organisations Al-Jihad, Al-Jama'a al-Islamiyya, qui vont s'unir pour assassiner Sadat en 81. Et par la suite, évidemment, dans les années 90, ce sont ces organisations-là qui vont inspirer en partie ceux qui vont prolonger la révolution par une sorte de révolution globale. C'est la question du djihad global dont Jean-Pierre Philippe nous a parlé ce matin. C'est-à-dire élargir la liste des ennemis aux États-Unis, considérer que les régimes arabes ne tiennent que parce qu'ils sont protégés. C'est ça la logique de Ben Laden au départ. Ben Laden ne pense pas qu'il va vaincre militairement les États-Unis. Il veut toujours vaincre militairement les régimes arabes. Mais il explique qu'il faut d'abord s'attaquer à celui qui les protège. Donc, on a effectivement ces deux tendances, l'islamisme réformiste, l'islamisme révolutionnaire. Ces tendances-là, elles sont elles-mêmes divisées. Et dans les années 90, il va se passer des choses intéressantes avant le 11 septembre. La première de ces choses, c'est effectivement la montée en puissance d'Al-Qaïda au sein de l'islamisme révolutionnaire. Le djihad global, à l'époque, c'est devenu de fait l'islamisme révolutionnaire, celui qui a pris un peu la tendance montante de l'islamisme révolutionnaire, on va dire, c'est le djihad global dans les années 90. Il ne faut pas oublier, parce qu'on a rétrospectivement tendance à l'oublier, que Al-Qaïda, dans les années 90, n'est qu'une organisation parmi d'autres. Il y a d'autres organisations, y compris qui prônent le djihad global et qui ne sont pas Al-Qaïda. Il y en a une dont on va reparler par la suite, qui est en Afghanistan, au moment où vous avez Al-Qaïda qui a ses camps d'entraînement autour de Kandahar. Vous avez une autre organisation à l'autre bout du pays qui s'appelle Al-Tawhid ou Al-Jihad, et donc unicité et djihad, qui est dirigée par un Jordanien qui s'appelle Abu Musab al-Zarqawi. C'est quelqu'un que Ben Laden n'aime pas. Ils n'aiment pas du tout. Ils ont chacun leur petite entreprise, chacun a un bout de l'Afghanistan. Et Abu Musab al-Zarqawi, il va rester un compétiteur de second rang du djihad global pendant les années 90. En 2001, il est obligé de fuir aussi quand il y a l'invasion américaine. Et justement, il va fuir, il va se réfugier dans le nord de l'Irak. Et parce qu'il est dans le nord de l'Irak, dans les régions kurdes à l'époque, qui échappent au contrôle du régime irakien, c'est lui qui, en 2003, va être bien placé pour, au lendemain de l'invasion américaine, prendre le leadership du djihad en Irak. C'est lui qui va finir par fonder ce qui deviendra l'État islamique en Irak, puis l'État islamique. Donc on voit que en fait, l'État islamique, c'est au départ aussi un compétiteur de Al-Qaïda, dès les années 90 en vérité, ce qui va donner l'État islamique. Maintenant, c'est vrai que donc Al-Qaïda, au départ, est dans une compétition. Il n'est pas tout seul. Et puis vous avez des acteurs qui continuent de privilégier le djihad local, on en a parlé. Vous avez des groupes en Égypte qui continuent de considérer que la question, c'est renverser Moubarak. Ce n'est pas les Américains, c'est Moubarak. Il ne faut pas oublier qu'en 1995, il y a une tentative d'assassinat assez sérieuse contre Moubarak par le groupe Al-Jihad, Addis Abeba. Il est quasiment tué, en fait, il échappe de très près à la mort. Donc, on voit que, là encore, il y a une lecture rétrospective qui voudrait lire l'histoire des années 90 à partir d'Al-Qaïda. En fait, c'est plus compliqué que ça. Le 11 septembre, c'est
une manière pour Al-Qaïda d'imposer son hégémonie sur l'islamisme révolutionnaire, sur le djihad global d'abord, et sur l'islamisme révolutionnaire. À tel point que dans les années 2000, tous ces groupes vont se rallier petit à petit à Al-Qaïda. Les fameuses franchises d'Al-Qaïda, en fait, c'est des groupes qui au départ existent indépendamment. Mais dans les années 2000, quand vous êtes un groupe islamiste révolutionnaire, prendre le label Al-Qaïda, ça devient prestigieux. Pensez à Al-Qaïda au Maghreb islamique, dont on parle beaucoup, celui qui est dans le Sahel, actif en Algérie, au Niger, au Mali. Bon, ce groupe, au départ, c'est une scission du GIA. Donc c'est une scission du groupe algérien, qui s'appelle, au début des années 2000, le GSPC. Des gens qui donc avaient combattu avec le GIA contre l'État algérien, qui à la fin des années 90 se réinventent en groupe salafiste pour la prédication et le combat, et qui, quelques années après le 11 septembre, font allégeance à Al-Qaïda parce que c'est la marque qui fonctionne pour l'islamisme révolutionnaire. Donc le 11 septembre, ça produit une première clarification dans l'islamisme révolutionnaire, avec Al-Qaïda qui prend le leadership. Même Abu Musab al-Zarqawi, dont on a parlé tout à l'heure, celui qui est le compétiteur de Ben Laden à l'époque, avec son groupe là, Tawhid wal Jihad, pendant quelques années, il va aussi utiliser la marque Al-Qaïda en Irak. Si vous regardez entre 2003 et 2006, on va vous parler de Al-Qaïda en Mésopotamie. C'est lui. Simplement, à l'époque, tous les groupes de cette mouvance prennent le label Al-Qaïda. C'est à partir de 2006 qu'il va changer de nom. Il va dire on est l'État islamique en Irak, puis on est l'État islamique en Irak et au Levant, et puis on est l'État islamique tout court. Donc on voit que là encore, ce moment Al-Qaïda, il va aussi s'estomper à partir des années 2010, avec la montée en puissance du compétiteur. Mais les années 2000, effectivement, c'est le moment où tout l'islamisme révolutionnaire se range d'une manière ou d'une autre derrière Al-Qaïda qui, par le 11 septembre, s'est octroyé une forme de leadership politique sur la mouvance. Le 11 septembre, donc les années 90, c'est aussi un moment où dans l'islamisme réformiste, il se passe plein de choses. Parce que l'islamisme réformiste, on a dit que son projet, il n'était pas clair. Un coup, je vous avais dit, sous la monarchie égyptienne, les frères musulmans, ils sont monarchistes. Puis après les années 50, ils sont républicains. Puis dans les années 90, le thème de la démocratie commence à monter chez les islamistes réformistes. Alors évidemment, on peut en penser ce qu'on veut, leurs détracteurs diront toujours qu'ils en font un usage instrumental, mais c'est vrai que dans les années 90, on voit au sein des frères musulmans la question de la démocratie qui commence à être discutée. Et on voit des courants, en Égypte c'est très clair, vous avez ce qu'on appelle les réformistes des frères musulmans qui s'opposent aux conservateurs des frères musulmans, et ces réformistes des frères musulmans, donc les réformistes des réformistes, si vous voulez, disent dans les années 90 de manière assez ouverte, oui, il faut un État démocratique. Ils disent, la question de la charia, elle peut être réglée facilement. La charia, c'est d'abord des principes, c'est pas nécessairement des textes de loi. Donc ça veut dire la justice, ça veut dire l'état de droit. Donc on a dans les années 90 une tentative de réinvention de l'islamisme réformiste, aussi dans un sens démocratique. C'est les premiers livres en Tunisie de Rachid Ranouchi, qui à l'époque, je sais que là encore, si nous avons des Tunisiens dans la salle, les laïcs tunisiens ne lui ont jamais fait confiance, mais c'est vrai que Ranouchi, dès 1994, écrit un livre qui s'appelle « Les libertés publiques dans l'État islamique », où il essaye de montrer que l'État islamique n'est pas attentatoire aux libertés publiques. Alors après, là encore, on le croit ou on ne le croit pas. Je veux dire, il y a véritablement une production intellectuelle chez les islamistes réformistes qui tente à essayer de montrer que islamisme réformiste et démocratie ne sont pas incompatibles. Tout ça, ça va mener de la manière la plus aboutie en Turquie à la création de l'AKP. Il ne faut pas oublier que l'AKP, il est créé le 14 août 2001. Alors évidemment, ils ne savent pas qu'il va y avoir le 11 septembre, mais la conjonction est intéressante, c'est-à-dire qu'un mois avant le 11 septembre, vous avez l'AKP qui est créé, qui est le premier parti qui se dit musulman démocrate, avec des gens qui viennent de la mouvance des frères musulmans et qui, d'une certaine manière, ont fait leur mue. Alors, pensez à AKP des années 2000. Si vous pensez à AKP aujourd'hui, on en a... L'AKP des années 2000, c'est pas l'AKP d'aujourd'hui. L'AKP des années 2000, c'est un parti qui est célébré par tout le monde comme le premier parti musulman démocrate, effectivement. Ils sont beaucoup plus démocrates que tous les autres partis turcs à l'époque. Ce sont eux qui vont considérablement faire avancer la démocratie en Turquie, après 2013, de la faire reculer. Mais ça, c'est une autre histoire après 2013. Donc, le 11 septembre, c'est un moment de clarification, où finalement... Dans ce moment de clarification, on a l'islamisme révolutionnaire et l'islamisme réformiste qui vont définitivement se séparer en deux mouvances, où finalement, vous êtes avec nous ou contre nous, ça a été dit, avec l'injonction à la fois des régimes et des Américains à dire, en gros, vous êtes avec le 11 septembre, vous êtes Al-Qaïda ou vous êtes contre Al-Qaïda, mais maintenant il va falloir le dire clairement. Et donc l'islamisme réformiste va se poser clairement comme un détracteur d'Al-Qaïda, il va chercher à affirmer sa propre stratégie face à celle de la lutte armée. Et puis, cette clarification, évidemment, elle se fait dans un contexte qui est double.
un contexte de contrainte et d'opportunité. De contrainte parce que, évidemment, et ça a été dit aussi un petit peu, les régimes du monde arabe voient le 11 septembre comme une extraordinaire opportunité d'amalgamer tout le monde. C'est-à-dire de dire, finalement, les frères musulmans, les djihadistes, Al-Qaïda, c'est tout pareil. Pour Moubarak, ça règle un problème, puisque sa principale opposition politique, c'est les frères musulmans. Donc si on peut dire que les frères musulmans, c'est Al-Qaïda, ça justifie leur criminalisation et la répression. Et ça la justifie à l'international. Parce que le principal problème pour ces régimes, à l'époque en tout cas, ça reste de justifier toute une partie de leurs agissements internationaux. Ils sont toujours susceptibles d'être critiqués par les organisations de défense des droits de l'homme qui disent « vous avez mis des opposants en prison, c'est pas bien ». Bon. Si vous pouvez dire que les opposants sont des djihadistes, c'est bon, vous avez le droit. Donc d'une certaine manière, il y a des régimes d'un côté qui cherchent à jouer sur l'amalgame. Donc il est d'autant plus important pour les islamistes réformistes de dire on n'a rien à voir. Ils font des communiqués toutes les années, la fin des années 2001, 2002, c'est des communiqués qui viennent de tous les gens dans la mouvance des frères musulmans pour dire on condamne Al-Qaïda, on condamne le 11 septembre, etc. etc. Et dans un même temps, il y a une opportunité, qui est le projet de démocratisation lancé par les Américains, la fameuse initiative du Grand Moyen-Orient, qui est combinée à la guerre en Irak. Les Américains sont mus sous Bush par ce qu'on pourrait appeler une sorte de messianisme démocratique. Et c'est très intéressant, Bush vient du fondamentalisme chrétien, il est messianique chrétien, et les néoconservateurs vont le convaincre qu'il peut transporter son messianisme sur l'attente d'une démocratie globale. Et donc, les néoconservateurs et Bush en tête voient la guerre en Irak comme un élément clé de ce dispositif de démocratisation du Moyen-Orient. Tout ça reste un petit peu farfelu quand on y regarde rétrospectivement, ça a été dit par Henri Laurence, on a du mal à comprendre ce qu'ils veulent vraiment, mais ils ont l'air de vraiment y croire, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'on va démocratiser le Moyen-Orient par la force, ça va régler tous les conflits, et tout le monde va nécessairement être ami avec Israël, puisque les démocraties arabes seront forcément des amis d'Israël. Donc, dans ce projet-là, il faut trouver des partenaires. Et effectivement, si vous voulez démocratiser un pays, il faudrait avoir des forces politiques capables de jouer le jeu de la démocratie. Or, vous êtes dans des pays où la principale opposition, elle est souvent islamiste. Donc, ça va lancer ce grand moment de quête par les Américains des bons islamistes. Et donc, on commence, à partir de 2003, dans les think tanks américains, à recevoir des islamistes. Les frères musulmans commencent à avoir leurs entrées, par exemple. Frères musulmans égyptiens voyagent à Washington, ils sont reçus par Carnegie, par Brookings. Il y a tout un processus qui se fait de discussion avec eux. Aussi d'acculturation, d'une certaine manière, c'est le projet américain. À force de les exposer à l'international, aux priorités stratégiques américaines, ils vont petit à petit les adopter. Et en particulier, c'est la question d'Israël, évidemment. Et c'est sur ça que les Américains, systématiquement, ça va être la ligne que les Américains vont poser. Si vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous faites avec Israël? Et donc, évidemment, il faut que les islamistes, alors, les islamistes vont faire toutes sortes de contorsions pour dire non, on ne remettra pas en cause Camp David, enfin bon, toute une série de contorsions qui vont se faire à ce moment-là. Donc, ce moment, il est important parce que, voilà, je vais finir sur ça, le moment de clarification du 11 septembre, il est important parce qu'il va scinder définitivement la mouvance en deux, avec les réformistes et les révolutionnaires, avec, voilà, d'un côté, Al-Qaïda qui va prendre le leadership, en tout cas temporairement, sur la mouvance islamiste révolutionnaire, et les islamistes réformistes qui sont obligés de se débattre avec ce concept de démocratie dans un contexte où les Américains attendent ça d'eux et leur mettre la pression pour dire on est démocrate et donc on n'a pas de problème avec Israël, parce que dans l'esprit des Américains, les deux sont à peu près équivalents. Et donc on va avoir cette espèce de course qui va durer dans toutes les années 2000, qui va souvent pas lever les ambiguïtés, là encore. Et les frères musulmans vont continuer dans les années 2000 de maintenir des ambiguïtés, ils vont dire on est démocrate, mais par exemple un chrétien ne peut pas être président de la République, on va leur dire mais attendez, si vous êtes démocrate et qu'un chrétien est élu, non mais ça on n'a pas le droit, une femme, alors députée oui, mais présidente de la République non. Donc ils vont quand même revoir un certain nombre de choses, mais effectivement, bon, leur tentative de transformation en un parti complètement démocratique ne va pas être complètement aboutie. Mais cela dit, ça devient le nouveau grand débat des années 2000. Il avait commencé dans les années 90 et dans les années 2000, il se poursuit. Évidemment, tout ça nous mène au printemps arabe, mais on en a parlé avec Olivier Roy. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup pour cette présentation brillante de l'évolution des différents courants islamistes, révolutionnaires et réformistes, et de la rupture du 11 septembre avec la clarification qu'elle entraîne.
Olivier Roy, est-ce qu'il serait possible de revenir dans le sillage de ce que vient de dire Stéphane Lacroix sur les conséquences de l'invasion américaine en Irak en 2003 et surtout sur son échec, quelles conséquences sur l'islam politique? Je crois que ça a été bien expliqué là, par les autres orateurs. La première question, mais c'est pourquoi ils se sont focalisés sur l'Irak. Et c'est vrai qu'ils se sont focalisés sur l'Irak. Hein. J'ai beaucoup circulé à Washington à ce moment-là. J'ai rencontré Wolfowitz, j'ai rencontré des tas de gens. C'était leur obsession. Et l'idée que c'était la clé parce que, comme Stéphane vient de le dire, si on établit la démocratie dans un pays arabe de la taille de l'Irak, ça va faire tache d'huile et on va complètement remodeler le Moyen-Orient. Bon, je ne reviendrai pas sur le côté soit utopique, soit délirant, selon le jugement qu'on porte. Et évidemment, ça introduit un nouvel élément de déstabilisation. Alors d'abord en l'Iran a gagné, sans tirer un coup de feu, l'Iran a réalisé en quelques jours ses objectifs stratégiques depuis 20 ans, c'est-à-dire la fin de Saddam Hussein, les chiites au pouvoir en Irak, une continuité territoriale directe avec le Hezbollah, puisque le régime syrien était plutôt pro-iranien, etc. Ils ont tout gagné. Donc ça a donné un champ de manœuvre extraordinaire à l'Iran, au moment même où l'Iran était en train de devenir le nouveau Satan vu de l'Occident. Donc on a ce décalage complet entre une vision géostratégique complètement idéologique et une réalité géostratégique où on ne peut pas faire de l'Iran le diable, puisque bon, ils sont là, et c'est nous qui les avons laissés passer. Alors un autre aspect qui est peut-être moins évident, c'est que l'islam n'est plus au centre de la question avec l'intervention américaine en Irak, puisque les alignements vont se faire en fonction d'objectifs plutôt nationaux. Bien sûr, ceux qui sont viscéralement anti-américains vont se retrouver défenseurs de Saddam Hussein, qui n'était pas vraiment un modèle d'islamisme. Par contre, des mouvements islamistes vont se retrouver dans le camp américain. La question d'Israël est centrale pour les Américains, mais paradoxalement, ça va marginaliser les Palestiniens. Puisqu'à partir du moment où la question d'Israël se négocie entre gouvernements arabes et américains, les Palestiniens ne sont plus des acteurs. Et on voit les conséquences. Une des grandes conséquences du 11 septembre, c'est le fait que la question palestinienne n'est plus centrale, au sens de question palestinienne. C'est-à-dire que les Palestiniens ne sont plus les acteurs dominants de leur propre sort. Voilà, que la question palestinienne se résout en dehors de... Alors, c'est un processus... alors, on peut penser ce qu'on veut des accords d'Oslo, qui est à la fois marginalisé des Palestiniens, mais en même temps, l'interlocuteur d'Israël, c'était les Palestiniens dans les accords d'Oslo. Tandis que là, maintenant, les Israéliens, enfin, dès le 11 septembre, ils n'ont même plus à négocier avec les Palestiniens, c'est pas la peine. La question israélo-palestinienne est une question géostratégique où sont impliqués les gouvernements locaux. Donc à la fin, ça donne assez logiquement les accords d'Abraham, qui sont aussi pour moi une conséquence de la guerre en Irak. Et puis, comme Stéphane l'a dit, ça a permis à Al-Qaïda et aux groupes qui se sont, comme Zarqawi, de trouver un champ de bataille, de les sortir de l'Afghanistan, de trouver un champ de bataille à leur taille, où ils sont à nouveau au cœur du Moyen-Orient, ce qui était pour eux quand même exceptionnel, parce que s'ils sont partis en Afghanistan, c'est parce qu'ils étaient chassés du Moyen-Orient. C'était un champ de bataille par défaut pour la plupart d'entre eux, sauf pour Abdel Azam. Mais pour les autres, c'était par défaut. Tandis que là, ils sont enfin à Damas, à Bagdad, le Cham, etc. Ils reprennent tout l'imaginaire des premiers siècles de l'islam, et ça grâce aux Américains, qui leur a donné le cœur, qui a ouvert au vide, le cœur du monde arabe, c'est-à-dire l'espace entre Damas et Bagdad. Mais il y a plein d'autres conséquences du 11 septembre. Donc, Merci à vous. Merci à vous. Je précise que la troisième table ronde qui aura lieu cet après-midi reviendra très largement sur les conséquences pour les Palestiniens que vous avez évoquées. Une dernière question pour Stéphane Lacroix. Qu'en est-il des acteurs islamistes saoudiens qui sont particulièrement visés dans la mesure où 15 des 19 terroristes qui ont frappé les États-Unis avaient la nationalité saoudienne,
comment le 11 septembre les pousse à réagir, pousse ces acteurs saoudiens plus particulièrement à réagir. Et à... Voilà, je vous remercie. Merci de la question. Je crois que l'Arabie saoudite, c'est important d'en parler un petit peu, parce que c'est finalement le pays qui se retrouve dans l'œil du cyclone après le 11 septembre au Moyen-Orient. C'est le pays qui est pointé du doigt comme étant responsable de l'attentat. Et évidemment, dans un contexte où c'est le plus vieil allié arabe des États-Unis, depuis 1945, depuis la rencontre entre le président Roosevelt et le roi Abdelaziz, les États-Unis et l'Arabie entretiennent une relation extrêmement étroite. Donc en 2001, le fait que 15 des pirates des avions soient de nationalité saoudienne, c'est un choc pour les Américains, et ça va provoquer une campagne extrêmement violente contre l'Arabie aux États-Unis. Dans les médias américains, dans les think tanks. Il y a un personnage à l'époque qui se trouve être français, mais qui travaille pour la RAND Corporation, qui est le grand think tank néoconservateur, qui s'appelle Laurent Muraviec, qui à l'époque publie des papiers pour dire en fait le vrai ennemi c'est l'Arabie saoudite, c'est eux qu'il faut attaquer. Donc vous imaginez que les Saoudiens ne sont pas rassurés quand ils voient que dans des lieux qui à l'époque comptent, comme la RAND, puisque les néoconservateurs entourent le pouvoir, on publie des papiers pour dire qu'il faut attaquer l'Arabie saoudite, les Saoudiens ne se sentent pas du tout rassurés. Donc tout ça, ça a provoqué effectivement une sorte de crise en Arabie saoudite. Une crise qui est une sorte d'abord de crise d'introspection. Les Saoudiens, d'un côté, vont se défendre évidemment, en disant, d'abord, on n'a rien à voir avec tout ça, ça n'a pas été décidé par le pouvoir saoudien, ce qui est vrai, le pouvoir saoudien, en tant que pouvoir et en tant qu'institution, n'a rien à voir avec les attentats du 11 septembre, en tant que pouvoir, là encore, et en tant qu'institution, en tant qu'État, ce qui ne veut pas dire que des individus, y compris des individus de la famille royale, aient pu avoir financé, de manière directe ou indirecte, des groupes dont le soutien a pu parvenir à Al-Qaïda, parce qu'on est dans une opacité, je vais revenir à cette question de l'opacité. Et puis, donc ça c'est la première chose. Et puis voilà, les Saoudiens disent on est des alliés américains, on est de bons alliés, on n'a rien à voir avec tout ça, on condamne. Oussama Ben Laden, on lui a retiré la nationalité en 1994, ce qui est vrai. Oussama Ben Laden était d'abord un opposant saoudien avant d'être un partisan du djihad global. Il a été expulsé d'Arabie, ça a été rappelé ce matin en 1991. Les Saoudiens lui ont retiré la nationalité en 1994, donc les Saoudiens disent attendez, il n'est même plus saoudien en fait. Depuis 1994, il ne l'est plus. Et d'une certaine manière, pour les Saoudiens, il ne l'a jamais vraiment été, puisqu'en fait, son père est yéménite. Vous savez qu'en Arabie, on est dans une société tribale où la filiation compte énormément. Et si vous êtes d'une tribu yéménite, vous avez beau vivre pendant des générations en Arabie, vous serez toujours yéménite pour les Saoudiens. Vous n'êtes jamais un vrai Saoudien. Un vrai Saoudien, ça se définit par des affiliations tribales auxquelles Ben Laden n'appartient pas. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, les Saoudiens se sentent à la fois attaqués, et en même temps, effectivement, le système saoudien, c'est un système extrêmement opaque. Jusqu'au septembre, il est d'une très grande opacité. Parce que l'Arabie saoudite, politiquement, c'est un système qui est fondé sur un partage du pouvoir entre princes et oulémas. Les oulémas sont les docteurs de la loi religieuse. Ça remonte à la fondation de l'Arabie saoudite en 1744. Et l'Arabie saoudite, c'est un État à deux têtes. C'est un État où vous avez une tête politique et une tête religieuse. Vous avez les princes d'un côté qui définissent la politique, et vous avez de l'autre côté les oulémas, wahhabites, c'est-à-dire qui suivent les enseignements du cheikh Mohammed Abdel Wahhab du XVIIIe siècle, qui a été le cofondateur de l'État saoudien, et qui sont en charge de la religion, de la société. Et dans cet accord de gouvernement, si vous voulez, qui dure depuis 300 ans, qui est en train d'être remis en cause maintenant par Mohammed Ben Salman, mais qui a duré pendant presque 300 ans, le religieux en Arabie, il jouissait d'une certaine autonomie. Ça peut vous sembler paradoxal, mais en vérité, quand vous regardez l'establishment religieux saoudien dans les années 70, 80, 90, vous trouvez de tout. C'est-à-dire que l'Arabie saoudite, c'est un pays où vous avez l'islam officiel qui est wahhabite, vous avez des frères musulmans qui ont migré en masse vers l'Arabie saoudite depuis les années 50-60, au moment de la répression nassérienne en Égypte, et puis des parties basses en Syrie et en Irak. La présence des frères musulmans a provoqué la naissance de nouveaux courants salafistes
politisés, donc qui sont issus du wahhabisme, mais qui se sont politisés au contact des frères musulmans, en adoptant toute une partie des idées des frères musulmans. L'islamisme révolutionnaire lui-même, il a eu un impact, et tout ça fonctionne sous le parapluie de l'institution religieuse saoudienne. Donc vous pouvez tout à fait trouver des gens dans les universités saoudiennes dans les années 90 qui sont plus proches des frères musulmans, plus proches du salafisme officiel, plus proches d'un salafisme politisé, parfois avec des accointances plus ou moins avouées avec le djihad global. Donc on est dans une Arabie, effectivement, où finalement, sous cette tutelle de l'institution religieuse, il se passe effectivement toutes sortes de choses. Vous avez une sorte de pluralité d'acteurs, avec un pouvoir politique qui se dit, de toute façon, tout ça c'est de l'islam. Nous, on est évidemment les gardiens des deux lieux saints. De toute façon, l'islam, ça ne peut pas être contre nous. Donc, ce qui va se passer après les années 90, parce qu'il y a un premier épisode de contestation dans les années 90 qui va commencer à faire réfléchir les princes, après la guerre du Golfe, il y a déjà en Arabie Saoudite toute une partie de ces acteurs religieux qui vont contester l'accord de partage du pouvoir avec les princes. Mais le 11 septembre, effectivement, ça va être le moment où ils vont se dire il faut clarifier tout ça. On a des alliés dans le pays qui sont trop divers et finalement trop encombrants. Et donc, c'est le moment où, là encore, on va voir le début de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors là encore, ça remonte un petit peu avant, aux années 90, avec ce premier épisode de contestation religieuse, mais ça se poursuit après le 11 septembre, c'est-à-dire une Arabie Saoudite qui, petit à petit, va essayer de rompre avec l'islam politique. De dire, nous, on est salafistes. Bon islam, chez nous, c'est l'islam wahhabite salafiste, tel que l'a défini le cheikh Mohammed Abdel Wahhab. Puis aujourd'hui, Mohammed Ben Salman est en train même de redéfinir ce qu'était le wahhabisme en disant, en fait, le vrai wahhabisme, c'est la vraie modération. Mais l'islam politique, que vous commencez à dire, c'est pas nous, les frères musulmans, l'islamisme révolutionnaire, on n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec nous. C'est des gens, on les a accueillis, on a été gentils, ils sont venus sur notre territoire, ils ont influencé nos concitoyens, mais on n'a rien à voir avec eux. Et donc, c'est le début vraiment de cette rupture avec tous ces courants qui sont très puissants à l'époque en interne en Arabie, qui ont, je veux dire, vous avez des gens qui sont proches de l'islamisme révolutionnaire en Arabie, qui, là encore, occupent toutes sortes de positions dans le système religieux. Et donc là, vous avez une espèce de grande clarification qui va s'opérer, là aussi, à partir des années 2000, qui va s'accélérer sous Mohammed Ben Salman, où là, on est aujourd'hui dans un pouvoir ultra-autoritaire qui criminalise toute forme d'expression politique, et donc toute forme d'expression politique de l'islam. Mais dans les années 2000, en Arabie, vous avez encore toute cette diversité d'acteurs. Vous avez des gens qu'on pourrait qualifier d'islamistes, c'est-à-dire des gens qui défendent l'idée qu'il faut exporter le projet de l'islam politique, il faut créer des États islamiques, etc., qui fonctionnent de l'intérieur du système saoudien. Donc là encore, en Arabie, c'est aussi le début de ce moment de grande clarification. Les acteurs islamistes eux-mêmes, en Arabie, vont aussi faire comme les autres, c'est-à-dire dire « attendez, nous, on n'a rien à voir avec tout ça ». Donc, vous avez aussi toute une partie de l'islamisme saoudien qui va se dissocier du djihadisme en disant, comme on l'a expliqué tout à l'heure pour l'islamisme en général, qui disent attendez, nous on n'est pas du tout concernés. En 2002, vous avez un texte qui fait beaucoup de bruit en Arabie, qui est signé par quelques centaines d'oulémas saoudiens qui appartiennent à cette mouvance du salafisme politisé, on va dire. Ce sont plutôt des gens qui sont a priori proches de l'islamisme dans sa version globale, plus que du salafisme saoudien. Ils écrivent un texte qui s'appelle « Ala ay asas nata'ayesh, how we can coexist », comment pouvons-nous coexister. C'est une lettre ouverte aux Américains, où ils disent aux Américains, on n'a rien contre vous, nous, notre problème, il est politique, c'est en particulier la question de la Palestine, etc., mais on n'a pas de problème religieux avec vous, et on est prêt à s'entendre. Donc on voit que même des acteurs qui jusque-là apparaissaient comme des acteurs plutôt durs, sont en Arabie, en 2002, obligés de faire une sorte de mea culpa, une sorte d'introspection. Et donc, tout ça va s'accélérer, évidemment, en Arabie, et je vais terminer sur ça, à partir de 2003. Parce que Olivier a dit tout à l'heure que chacun avait son 11 septembre, que le 13 novembre était notre 11 septembre. Eh bien, le 11 septembre des Saoudiens, c'est en mai 2003 quand vous avez le début d'une campagne d'attentats en Arabie Saoudite, qui est menée par une organisation qui s'appelle Al-Qaïda dans la péninsule arabique, et qui compte essentiellement des anciens d'Afghanistan, des gens en fait qui ont fui l'Afghanistan après l'invasion américaine de l'Afghanistan, qui étaient saoudiens, mais qui avaient rejoint Ben Laden en Afghanistan, qui sont rentrés en Arabie Saoudite, et qui en 2003 déclenchent une campagne d'attentats en Arabie Saoudite. Et donc évidemment là, le djihadisme, c'est plus simplement
certaine manière une menace pour les États-Unis et pour les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, c'est devenu une menace interne. C'est devenu des gens qui sont en train de fait, commettre des attentats sur le territoire saoudien. Ce qui va accélérer, là encore, cette clarification. Évidemment, ce que fait Mohammed Ben Salman aujourd'hui, c'est aussi de revenir à ce que font les régimes arabes traditionnels, c'est-à-dire de nier la dissociation entre les réformistes et les révolutionnaires, de mettre tout le monde dans le même sac et de réprimer tout le monde avec la même force. Donc, d'une certaine manière, la tentative des islamistes saoudiens dans les années 2000 de se dissocier des djihadistes, pour le régime, elle n'a eu aucun effet. Le régime aujourd'hui, évidemment, dans une logique de construction d'un pouvoir ultra-autoritaire et, pour le coup, autocratique, autour de ce jeune prince, aujourd'hui, met tout le monde dans le même sac, et met d'ailleurs l'establishment religieux au pas. Donc en Arabie, on a une transformation du système qui est absolument radicale aujourd'hui, et qui se fait avec une brutalité tout à fait radicale, mais par ailleurs, effectivement, on ne reconnaît plus l'Arabie Saoudite, pour le meilleur et pour le pire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont on peut se réjouir en Arabie Saoudite, parce qu'effectivement, en particulier que les femmes aient plus de droits sociaux, c'est une très bonne chose. Par contre, pour ce qui est de la liberté d'expression en Arabie Saoudite, alors là, pour le coup, ça n'a jamais été aussi terrible. Et la répression aveugle, aujourd'hui, s'exerce d'une manière tout à fait, je veux dire, inédite, hein, même selon les standards de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que c'est un pays qui n'a jamais été un pays peu autoritaire, mais il est devenu ultra-autoritaire. Voilà, je vais m'arrêter là, merci. Merci beaucoup Olivier Roy, merci beaucoup Stéphane Lacroix pour toutes ces clarifications sur la signification et les conséquences de la séquence 2001-2003 sur l'islam politique. Vos présentations suscitent de nombreuses questions et donc je laisse la parole à la salle pour poser des questions à nos deux intervenants.